Bon, je sais pas vous, mais moi quand je pense au patrimoine, ça m'évoque surtout les campagnes de Stéphane Bern pour sauver les petites églises de nos villages. Et j'étais loin de me douter que le patrimoine, ça pouvait être une arme géopolitique et que des pays pouvaient s'en servir pour étendre leur zone d'influence et diffuser leur vision du monde. Prenons l'exemple de la Chine, le pays du monde qui a le plus de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cet article paru sur le site Géoconfluence, Quentin Biville montre qu'en Chine, le patrimoine est un outil de développement du territoire qui sert aussi à renforcer l'influence internationale de la Chine et la domination des Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Faisons un petit retour en arrière et parlons de 3 étapes dans l'histoire du patrimoine en Chine. Sous la dynastie Qing d'abord, le patrimoine a été un outil de construction de l'État-nation. Dans les années 1830, la dynastie Qing subit d'importantes défaites face aux pays occidentaux. Par exemple, lors des guerres de l'opium, plusieurs monuments sont pillés et saccagés lors notamment du sac du palais d'été. Face à cette crise, et pour protéger l'identité chinoise, les Qing vont instaurer des lois de protection du patrimoine qui visent à mettre en valeur la civilisation chinoise et à interdire aux Occidentaux de mener des fouilles en Chine et de récupérer les objets culturels chinois. La protection du patrimoine est alors une réponse à la crise identitaire chinoise et un outil pour préserver la souveraineté nationale. Deuxième étape, sous l'ère maoïste. L'État va commencer par inventorier les biens patrimoniaux pour susciter une fierté nationaliste chez les Chinois. Mais au moment de la révolution culturelle, plusieurs monuments anciens sont pillés ou détruits pour laisser place à des projets urbains modernes. Il s'agit pour les membres du gouvernement de l'époque de détruire l'ancienne culture et de mettre fin à ce que Mao appelle les 4 vieilleries. Dans ce cas-là, la politique patrimoniale a donc directement servi l'idéologie des hommes au pouvoir. Troisième étape, vient ensuite l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping et l'ouverture de la Chine à l'étranger dans les années 70. Pékin va alors faire inscrire plusieurs sites patrimoniaux à l'UNESCO avec 3 objectifs: valoriser la culture des Han, intégrer les peuples minoritaires et contrôler et développer le territoire. Première chose, la plupart des biens inscrits à l'UNESCO appartiennent à la culture Han, se trouvent dans un espace défini comme le berceau de la civilisation chinoise et ils sont décrits comme essentiels dans l'unification du pays et dans la protection de la civilisation chinoise contre les incursions barbares. Le message là, il est clair, la culture Han est au fondement de la civilisation chinoise. Deuxième élément, la Chine va ensuite refuser d'inscrire à l'UNESCO le patrimoine de nationalités minoritaires comme les Tibétains ou les Mongols. Et les rares fois où elle inscrit à l'UNESCO des monuments tibétains, comme le palais du Potala à Lhasa, c'est en réponse à des émeutes nationalistes et c'est pour montrer que ce monument porte dans son architecture des traces de la culture chinoise. Sous-entendu, en réalité, vous voyez bien, le Tibet fait partie de la Chine. Bon, et troisième chose, ces dernières années, Pékin a inscrit à l'UNESCO un patrimoine situé dans les régions autonomes de la Chine. Alors on pourrait se dire, super, c'est un progrès, mais en fait, il s'agit surtout de patrimoine naturel, donc des forêts et des montagnes, et pas de patrimoine culturel, type des monuments ou des temples. Ce qui est une manière de suggérer que ces peuples minoritaires n'ont pas vraiment de culture propre en fait. Et puis ensuite, valoriser ces biens naturels permet à la Chine de développer le tourisme dans des territoires périphériques, donc de mieux les contrôler. Et enfin, la Chine justifie l'expulsion de populations locales par la nécessité de protéger ces espaces de nature vierge inscrits à l'UNESCO. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout des espaces de nature vierge, ces lieux, ils sont habités depuis des siècles. C'est le cas par exemple dans les sanctuaires du panda géant du Sichuan. Aujourd'hui, la Chine mise aussi sur les biens patrimoniaux immatériels, comme la danse ou la musique chinoise, pour accroître son soft power, son influence à l'étranger. Mais toujours en opérant une hiérarchisation entre la culture Han, définie comme la culture dominante, et les cultures des minorités, qui sont souvent folklorisées. Bref, il y a plein d'enjeux géopolitiques liés au patrimoine. Pour en savoir plus, lisez le dossier consacré à ce sujet sur Géoconfluence, et n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo, ça me serait super utile, et n'hésitez pas aussi à la partager. En attendant, perdez pas le nord, et à la prochaine sur Archipel pour une nouvelle vidéo de politique ou de géopolitique.